Soyez bienvenus, nous sommes tous heureux de vous retrouver pour ce numéro d'International, émission réalisée par TV5 Monde, RFI et conçue également avec notre partenaire, le quotidien Le Monde. Aujourd'hui, gros plan sur une crise diplomatique et politique de très grande ampleur. Elle oppose les États-Unis au Mexique et c'est l'une des conséquences, nous en avons souvent parlé ici, c'est l'une des conséquences de l'élection de Donald Trump. Voici donc 5 semaines pour son installation à la Maison-Blanche. Pendant sa campagne, il fustigeait, je cite naturellement, les délinquants et les violeurs que seraient les migrants mexicains. Il promettait la construction d'un mur entre les deux pays, un mur qui d'ailleurs aurait été payé par le Mexique. Propos de campagne, se disait-on, il allait trouver une autre tonalité lorsqu'il serait installé dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Eh bien, au contraire, Donald Trump vient de confirmer la construction de ce mur et l'expulsion massive de migrants illégaux. Ce serait même, dit-il, une opération militaire. L'invité de cette édition a sans doute beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui en réaction à tout cela. Juan Manuel Gómez Robledo, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes donc l'ambassadeur du Mexique à Paris et nous avons beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du quotidien Le Monde. Est-ce que, on va voir le calendrier diplomatique de ces derniers jours, est-ce que dans cette situation actuellement, les Mexicains se sentent une forme d'humiliation ? Ils se sentent surtout insultés, offensés au plus haut point. Non seulement à cause des propos que vous avez rappelés, mais également par le fait que tous les codes de politesse, de bienséance entre les deux États ont été ont été entamés, ont été pulvérisés par la façon dont le président Trump s'est exprimé ces derniers temps. Alors, avant de vous entendre, de vous poser d'autres questions, on va revenir sur une tentative d'amélioration ou de décrispation donc, de la situation entre les deux pays avec cette visite du secrétaire d'État américain et du ministre de l'Intérieur. C'était donc à Mexico, voici quelques jours. Apaiser les tensions, c'est l'objectif de cette visite. Le président mexicain, Enrique Peña Nieto, avait annulé son déplacement à Washington fin janvier. Jeudi après-midi, il a reçu la diplomatie américaine. La réunion semble avoir porté ses fruits, mais les garanties de l'administration Trump restent timides. Soyons très clairs, il n'y aura pas d'expulsion massive et le département de la sécurité intérieure agira de façon légale, dans le respect des droits de l'homme et du système de justice des États-Unis. Le secrétaire d'État à la sécurité intérieure a rassuré, l'armée n'interviendra pas. Des propos qui contredisent ceux de Donald Trump. La veille, le président américain avait évoqué une opération militaire pour parler des expulsions de clandestins. De quoi dérouter la diplomatie mexicaine. C'est un fait, les Mexicains sont inquiets, irrités face à des politiques qu'ils jugent potentiellement dommageables pour les intérêts nationaux des Mexicains, au Mexique comme à l'étranger. Des Mexicains qui manifestent régulièrement leur opposition à la politique migratoire engagée par Trump. La construction d'un mur entre les deux pays reste le point de discorde majeur, mais le Mexique compte bien résister à la pression imposée par les États-Unis. Juan Manuel Gómez Robledo, donc ambassadeur du Mexique à Paris, qui croire les deux émissaires qui sont venus tenter d'apaiser la situation, dire qu'il n'y aura pas d'opération militaire pour l'expulsion, ou le président lui-même, vous vous y retrouvez, vous êtes un diplomate, vous vous y retrouvez dans les propos de l'Amérique ? C'est, encore une fois, ce n'est pas la façon dont les relations entre deux États sont normalement gérées. Je pense qu'hélas, il va falloir s'habituer à vivre à deux niveaux. Le niveau des responsables des administrations qui se mettent en place petit à petit et les tweets du président. Mais c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable à terme, en effet. Mais pour l'instant, les garanties qui nous ont été données par les deux secrétaires qui nous ont visités la semaine dernière vont dans le sens de ce que nous attendions. Et les pourparlers que nous avons engagés sur tous les domaines vont dans la direction correcte. Ces pourparlers concernent tous les domaines. Je voudrais dès le départ dire que nous n'accepterons pas une négociation séparée. Tous les sujets sont indissociables les uns des autres. Et rien ne sera accordé. C'est-à-dire économique, migration, etc. La sécurité, la prévention et la lutte contre le crime organisé, etc. Oui.
Sophie Malibaud, Pendant RFI. cette visite des deux ministres américains, Rex Tillerson et John Kelly, donc le secrétaire d'État et le ministre de l'Intérieur, apparemment le mur n'a pas été discuté. Non. Non, le mur n'a pas été discuté parce que nos positions sont absolument connues et tout à fait irréconciliables sur ce point. D'ailleurs, les deux présidents, lorsqu'ils ont eu un entretien téléphonique à la fin du mois de janvier, sont convenus de ne plus en parler en public. C'est-à-dire, nous n'avons aucun intérêt à parler d'un sujet sur lequel nous n'aurons jamais un accord. Nous refusons ce mur, nous refusons l'idée même, et il n'est pas question, évidemment, qu'on finance en quoi que ce soit ce mur. Mais du coup, certains opposants mexicains critiquent une sorte de passivité de la part du président Enrique Peña Nieto sur ce sujet. Est-ce que vous ne risquez pas de vous faire imposer un agenda ? Ce qu'on fait, c'est on décuple nos moyens dans les consulats pour venir en aide à nos ressortissants. Vous savez sans doute que le Mexique est le pays qui possède le plus grand réseau de consulats dans un autre pays. Nous avons 50 consulats aux États-Unis, très bien équipés. Nous y mettons beaucoup de moyens financiers et humains. Et par exemple, maintenant, le Congrès, c'est-à-dire notre Parlement, nous a autorisé une rallonge budgétaire pour avoir davantage d'avocats de droit américain qui défendent nos migrants. Alors, ça, c'est la réponse du gouvernement, et une réponse également qui se base sur un dispositif d'information pour que les migrants sachent à quoi s'en tenir et ce qu'ils doivent faire. Christophe Ayad, Le Monde. Monsieur Gomez-Robledo, il y a deux sujets sur le mur. Il y a le droit des États-Unis à protéger leurs frontières, et après tout, est-ce que vous contestez le droit des États-Unis à fabriquer un mur de leur côté de la frontière? Et il y a la question de son financement dont Trump a toujours dit, il sera payé par le Mexique. Et le Mexique dit, on ne voit pas en quoi, c'est pas notre problème. Mais est-ce que vous contestez le droit des États-Unis à protéger leurs frontières? Non, je crois que chaque État a le droit de faire dans son territoire ce que bon lui semble. Cependant, et c'était très clair lors de la visite des deux ministres, nous n'acceptons pas des actes unilatéraux qui pourraient nous être dommageables. Tout acte unilatéral qui pourrait nous porter préjudice, nous estimons qu'il doit passer avant tout par le dialogue et la coopération, comme cela se doit, entre deux voisins. Parce que le mur, il existe déjà par endroits. Voilà, le mur existe déjà sur 1200 km de frontières, et je vois très mal qu'on puisse le mettre à certains endroits comme le fleuve. Un fleuve qui est un fleuve international, dont les eaux sont partagées et gérées de façon parfaite depuis 70 ans, et je ne vois... Mais au-delà de la rhétorique, ce que nous contestons, c'est leur prétention à imposer des actes unilatéraux qui nous portent préjudice. Cela dit, il ne s'agit pas non plus d'une approche sécuritaire. Et là, nous avons reçu des réponses un peu encourageantes, en ce sens qu'ils ont compris qu'il faut aller à la racine de ces émigrations qui viennent pour la plupart d'Amérique centrale. Et les deux ministres sont engagés mercredi dernier à réunir les trois pays qui sont les plus grands expulseurs de migrants, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Expulseurs, les plus grands pourvoyeurs plutôt. Voilà, oui, le terme est plus correct. Les plus grands pourvoyeurs de migrants pour des raisons qui tiennent aux situations d'instabilité dans ces pays, et à mettre en place des dispositifs d'aide au développement, de soutien au développement de ces pays avec la région. Donc nous avons convoqué le Canada, les États-Unis, la Colombie, le Pérou, pour une approche régionale. Mais alors, est-ce que si les États-Unis poursuivent ces politiques unilatérales, notamment par exemple expulser vers le Mexique toute personne qui franchirait la frontière illégalement, quelle que soit sa nationalité, le Mexique ne participerait plus au dispositif de protection de la frontière américaine en essayant de contrôler les migrants venant d'Amérique centrale, c'est-à-dire de plus loin. Ça a été dit, en effet, il n'est pas question que nous recevions sur notre sol des ressortissants de pays
Donc d'autres pays. du Guatemala, du Salvador. Alors peut-être, monsieur l'ambassadeur, peut-être parlons justement des Mexicains eux-mêmes, aux alentours de 5,9 millions, je crois, d'immigrés illégaux aux États-Unis, donc originaires du Mexique. Si cette population était chassée massivement et revenait dans votre pays, que se passerait-il? Évidemment, ça représente un très grand défi pour pouvoir les recevoir et les intégrer comme il se doit, leur donner du travail. Mais déjà, depuis 2008, nous assistons, après la grande crise économique aux États-Unis, à un retour qui change complètement la donne dans les rapports migratoires entre les deux pays. Une réintégration du territoire. Plus de Mexicains rentrent au Mexique que ceux qui le quittent. Et ça, c'est très important. Les flux sont tout à fait inversés, en partie aussi parce que notre croissance dans les années 2009, 2010, 2011 a été supérieure à celle des États-Unis. Que nous recevons des ressortissants très qualifiés, et que nous arrivons à intégrer dans une économie dont le marché interne se développe de plus en plus. Alors, il y a des manifestations dans votre pays d'opposition aux décisions de Trump. Est-ce que ça ne va pas nourrir un sentiment anti-américain, un peu à la Chavez, alors que le ton s'est apaisé entre les deux pays? C'est très dangereux. C'est très dangereux, en effet, parce depuis 22, 23 ans, lorsque nous avons négocié l'ALENA en 93... Le traité de libre-échange. Le traité de libre-échange entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, l'attitude des citoyens, de l'opinion publique vis-à-vis des États-Unis avait beaucoup changé. De par notre histoire, nous avions un peu dans les gènes du pays un anti-américanisme, un anti-yanquisme, un peu primaire si vous voulez, mais qui avait toujours été présent compte tenu de notre histoire, compte tenu de la perte de plus de la moitié du territoire en 1847, après la guerre avec les États-Unis. Cela a été très mal vécu, évidemment. Et on pourrait rappeler beaucoup d'autres faits historiques. Cela avait changé, et ce à quoi on assiste à l'heure actuelle, c'est un retour de sentiments anti-américains, très spontanés de la part de la population, et qu'on retrouve dans des boycotts aux produits américains et un certain nombre de manifestations dont les médias français ont relayé l'information. Sophie Malibaud. Qu'est-ce que vous pensez de la réalité des menaces proférées par Donald Trump? Par exemple, le fait de ponctionner l'argent renvoyé par les Mexicains dans leur pays, les Mexicains immigrants aux États-Unis dans leur pays. Je crois qu'ils ont, en 2016, c'était de l'ordre de 25 milliards de dollars. Oui. Oui. Et ceci pour financer le mur. 26 milliards l'année dernière, en effet. À moins qu'il étatise tout le système bancaire américain, je ne vois pas comment il y arriverait. Impossible. Donc vous pensez que c'est pure rhétorique? C'est de la rhétorique, parce qu'en plus, il a changé déjà de formule pour, entre guillemets, nous faire payer le mur 4 ou 5 fois. Il est tout le temps à la recherche d'un dispositif qui lui permette de financer un travail qui sera extrêmement cher. Extrêmement coûteux. Et malgré tout, même si on en reste au niveau de la rhétorique, est-ce que ça ne fait pas tout de même planer certaines incertitudes sur cette relation qui est commercialement très importante entre les États-Unis et le Mexique? Est-ce que déjà, ça n'a pas un impact? Oui, c'est un impact surtout au niveau psychologique, au niveau de l'attitude, de l'ambiance, de tout ce dont on vient de parler. Mais pour l'heure, très peu ou presque rien n'a changé sur le terrain. Et je veux m'expliquer à ce sujet. Les échanges commerciaux se font toujours à raison d'1 million de dollars par minute, c'est-à-dire 1500 millions par jour, 500 milliards par an. Ça n'a pas changé. Les personnes qui traversent la frontière tous les jours de part et d'autre de façon légale, 1 million de personnes par jour, et 500 000 véhicules par jour. Donc cette dynamique n'a pas changé. Ce qui change, et Le Monde l'a très bien décrit dans un article, c'est la détresse des ressortissants mexicains aux États-Unis. Il y a eu un suicide. Mais alors, monsieur Gomez-Robledo, justement, on a du mal à... Est-ce que votre pays assiste à plus d'expulsions ou pas depuis un mois? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Le ministre a été formel.
les expulsions restent ce qu'elles ont toujours été. Et d'ailleurs, je dois elles étaient élevées rappeler, sous Obama. Elles étaient élevées sous Obama. Pendant les 8 années d'Obama, nous avons eu 2 800 000 personnes qui ont été rapatriées. Pourtant, la presse américaine signale une recrudescence d'arrestations, d'interpellations, un activisme de la part des agents de l'immigration. Il y a un activisme qui nous inquiète énormément, parce que c'est un activisme qui n'est pas nécessairement commandité par l'État. Bon, maintenant, il y a les 2 mémorandats qui ont été signés par le secrétaire Kelly, qui donnent des instructions bien précises aux agents migratoires, mais on assiste à une sorte de surenchère sur le terrain entre agents locaux et agents fédéraux. Normalement, la migration reste un domaine fédéral. Les agents locaux ne devraient pas s'y immiscer. Ils le font parce que ça fait pas. Ils se sentent un peu encouragés. Et alors, vous assistez à quelque chose qui est très grave. C'est à une ambiance de délation qui fait que des enfants ne vont plus en classe, ou des enfants hospitalisés n'osent plus parler anglais, alors qu'ils le parlent peut-être mieux que l'espagnol, parce qu'ils ont peur d'être immédiatement rejetés socialement ou d'une autre façon. Mais au niveau des chiffres, les chiffres restent les mêmes. Et plus important aussi, chaque fois que ces expulsions ont lieu, elles se passent comme elles se sont toujours passées, c'est-à-dire de façon coordonnée. Par exemple, les expulsions n'ont jamais lieu au milieu de la nuit, surtout s'agissant de mineurs. Les expulsions ont lieu sur 11 endroits bien précis de la frontière, selon des protocoles bien précis. Nous recevons nos ressortissants et nous les acheminons à leur lieu d'origine. Il n'est pas question de les laisser sur la frontière en proie au crime organisé. Donc, tout cela continue. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Vous avez l'impression que vous pouvez compter un peu sur la population américaine, sur son organisation. Vous avez parlé des moyens supplémentaires que vous êtes en train de déployer. On voit par exemple que les démocrates viennent de nommer un hispanique à leur tête, Tom Perez. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un signal ? Non, ce qui est assez paradoxal dans tout cela, c'est que le dernier sondage qui vient d'être fait sur la popularité des Mexicains aux États-Unis, 60% de la population américaine considère leur présence très positive pour des tas de raisons et ne conteste pas leur présence. Et c'est un progrès très grand qui s'est fait en 10-15 ans. Il y a non seulement la contribution des Mexicains à l'économie, les Mexicains se sont vraiment insérés dans le tissu social des États-Unis, se sont très bien intégrés, sans rien renoncer à leur tradition, à leur culture, à leur religion. Ce qui peut sembler curieux, c'est qu'une partie non négligeable donc des Latinos ont voté pour Trump. Oui, parce que ceux qui votent, par définition, sont déjà des citoyens. Il n'y a pas de solidarité donc, ce pour ne les sont autres. pas les sans-papiers ou ceux qui ne possèdent qu'un permis de travail qui peuvent voter. C'est normal. Ça fait... Je ne dis pas que c'est normal. Je regrette profondément qu'ils n'aient pas davantage pensé à leur patrie d'origine. Mais c'est déjà des groupements sociaux qui sont là depuis très longtemps et qui sont des citoyens américains. Avant de marquer une pause d'actualité, jusqu'où ça peut aller cette montée des tensions ? Vous êtes diplomate, vous parlez pour le mur de situations irréconciliables. Il est rare d'entendre un diplomate aussi ferme. Ah non. Jusqu'où ça peut aller ? C'est une question de principe. Bon. Je vais vous donner comme exemple la question de la peine de mort. Nous n'extradons pas un citoyen mexicain, quels que soient ses crimes, si nous n'avons pas l'assurance que la peine de mort ne sera pas imposée. D'accord. Nous retrouvons dans 2 minutes exactement, après cette pause d'actualité sur les antennes de TV5 Monde et de RFI. À tout de suite.
Retour international, RFI, TV5 Monde, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Notre invité aujourd'hui, Juan Manuel Gómez Robledo, ambassadeur du Mexique en France. Nous venons de parler de la tension qui existe entre les États-Unis et votre pays. Après l'élection de Donald Trump, le 45e président américain, nous avons évoqué migration, notamment. Nous allons parler économie, libre-échange, avec cette première question de Christophe Ayad. Monsieur l'ambassadeur, quand Donald Trump dit qu'il veut renégocier l'ALENA, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez eu un peu des indications données par le secrétaire d'État Tillerson lors de son passage à Mexico? Qu'est-ce qui va se passer? On rouvre tous les dossiers? Pardon, précisons pour la bonne compréhension, l'ALENA, c'est le traité de libre-échange entre Mexique, États-Unis et Canada. Oui, mais c'est encore à un stade très préliminaire, pour plusieurs raisons. La première étant que les responsables américains ne sont toujours pas ratifiés par le Sénat pour ces postes-là. C'est-à-dire le secrétaire au commerce et le négociateur pour le commerce ne sont pas encore ratifiés. Donc nos échanges, pour l'instant, se limitent à la Maison-Blanche, aux conseillers de la Maison-Blanche, et maintenant, évidemment, avec le secrétaire d'État. Ce que nous avons dit, et nous l'avons répété encore la semaine dernière, c'est nous sommes ouverts à une modernisation de l'ALENA, à condition qu'elle soit profitable aux trois partenaires. Et dans ce contexte, nous avons déjà mis sur la table un certain nombre de nouveaux chapitres qui pourraient faire l'objet d'un nouveau traité et qui étaient fermés il y a 22 ans. Par exemple ? C'est-à-dire l'énergie, puisque le secteur énergétique mexicain était fermé aux investissements privés et surtout étrangers. Donc l'énergie, les télécommunications, la protection de l'environnement, le numérique. Donc il y a des sujets qui pourraient nous permettre d'avoir un ALENA renforcé, comme celui que nous sommes en train de négocier d'ailleurs avec l'Union européenne. Mais il semble pour l'instant que la préoccupation principale de l'administration Trump soit d'arrêter l'hémorragie des emplois ou les délocalisations. Je pense qu'ils finiront par comprendre que cette délocalisation n'est pas due à l'ALENA. Cette délocalisation est due au gain de productivité de l'économie américaine. Et nous avons prouvé, par exemple, que dans les produits que nous exportons aux États-Unis, par exemple, la composante de produits ou de matières chinoises est inférieure à 5%. Monsieur l'ambassadeur, oui. Est-ce que le Mexique n'aurait pas intérêt finalement à rééquilibrer un petit peu ses exportations, sachant que le pourcentage, la part des exportations vers les États-Unis, c'est 82%. C'est un peu moins. C'est un peu moins. Elle est descendue. Une grande dépendance. Elle est descendue, mais vous avez entièrement raison. Et celle des États-Unis vers le Mexique, c'est 16%. Donc c'est un grand déséquilibre tout de même. Oui, parce que nous achetons également à l'Europe, à l'Asie, à l'Amérique latine. Oui, vous avez entièrement raison. Nous avons peut-être, dans le passé, trop misé sur un marché qui est un marché qui était à portée de main. Et ce sont les entreprises mexicaines, pas le gouvernement, qui ont fait ce choix. Je vois, par exemple, qu'en Europe, la part des entreprises mexicaines dans les investissements étrangers en Europe est encore très faible. Elle est assez importante en Espagne, mais elle est encore très faible dans des pays comme la France. Nous avons beaucoup à faire à ce niveau-là. Mais quand Trump, monsieur l'ambassadeur, dit les produits qui pouvaient être fabriqués aux États-Unis et qui le seront au Mexique seront désormais taxés à 35%. Non. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que celui qui paiera le prix final de cette taxe de 35% sera le consommateur américain. Alors, chaque fois qu'il achètera un poste de télévision, il le paiera 35% plus cher. Puisque tous les postes de télévision sont fabriqués au Mexique. Je ne parle même pas des voitures. Les portables, les postes de télévision, les réfrigérateurs, tout l'électroménager est fabriqué au Mexique. Donc, je ne vois vraiment pas comment pourrait-il le faire. Mais s'il va refabriquer. Mais s'il le fait, nous avons droit à des contre-mesures conformément aux règles de l'OMC et nous pouvons taxer également les produits américains. Alors, vous êtes défenseur de l'ALENA et même d'une renégociation, mais selon vos intérêts. Mais on peut s'interroger tout de même sur l'intérêt que représente l'ALENA pour la population mexicaine, sachant qu'on a encore un pays qui, tout en étant 11e puissance commerciale du monde, a 60 millions de pauvres, de
gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un vice Je conviens que la répartition ou la distribution de la richesse au Mexique et en Amérique latine en général n'est pas ce qu'elle devrait être. Nous sommes de loin un des continents les plus inégaux. Mais ce qui est incontestable, c'est que cet ALENA a créé de la richesse, a diversifié l'économie du Mexique d'une façon extraordinaire. Il y a 20 ans, nous étions mono-exportateurs de matières premières, notamment pétrole. Maintenant, le pétrole ne représente plus que 9% de notre PIB. Nous avons diversifié, enrichi notre base industrielle. Nous produisons maintenant des composants très importants pour Airbus, par exemple, pour Safran. Mais quand on voit ce problème des inégalités, politiquement, il n'y a plus beaucoup de voix pour défendre l'ALENA. On travaille beaucoup sur la fiscalité. La fiscalité permet une meilleure distribution de la richesse. Et on assiste, malgré en effet une population très importante encore qui vit sous le seuil de la pauvreté, nous assistons à une croissance et une consolidation des classes moyennes qui explique pourquoi le marché interne se développe de plus en plus. Bon, l'ALENA, c'est 3 pays. Oui. Est-ce que dans ce jeu à 3, vous avez obtenu des assurances du Canada? Est-ce que vous travaillez avec... Bien sûr. La semaine dernière, nous étions à Toronto avec la ministre des Affaires étrangères du Canada et nous travaillons avec eux et nous espérons, au début de l'été, nous croyons au début de l'été, avoir de véritables négociations à 3. Là-dessus, Justin Trudeau, il est plus proche du Mexique ou de Trump? Je pense que c'est un chef d'État qui pense d'abord aux intérêts du Canada et qui a une très forte sympathie pour le Mexique, qui a déjà pris, par exemple, une mesure très importante au début de son mandat. Il a enlevé le visa pour les Mexicains en allant au Canada. Mesure qui n'avait jamais existé et qui a été imposée par son prédécesseur, M. Harper. M. Trudeau, c'était une de ses promesses de campagne, et il a tenu sa promesse. Donc, il y a une relation très importante. Nous avons 1,5 million de touristes canadiens par an. Nous avons à peu près 500 000 touristes mexicains au Canada, c'est vous dire, et des accords également de main-d'œuvre qui va et qui vient, des travailleurs mexicains qui partent au Canada pendant la saison des récoltes et qui reviennent. C'est un des programmes qui fonctionnent très bien depuis des années. Est-ce que votre gouvernement, ou peut-être vous-même, vous dites, face à cette gouvernance, cette pratique donc, de Trump, il ne va pas tenir les 4 ans? Et au fond, il faut qu'on tienne bon. Est-ce qu'il y a une interrogation? C'est une petite musique qu'on entend à travers le monde. Oui, bon, ça fait partie de la spéculation politique. Je pense qu'un gouvernement responsable doit travailler en fonction du mandat de la personne qu'il a en face. Bon, c'est un mandat de 4 ans. Ça peut tenir comme ça 4 ans? Pardon? Ça peut tenir pour vous comme ça 4 ans? De la façon dont ça se passe à l'heure actuelle, difficilement. Mais je ne dis pas uniquement pour le Mexique, pour le monde entier. Paris n'est plus Paris. Le Monde, ce matin, disait le plus grand problème de l'Europe n'est ni la Russie ni la Syrie, c'est l'absence des États-Unis. C'est peu tenable à l'heure actuelle. Alors, est-ce que sous la pression de Donald Trump, le Mexique regarde un peu davantage vers l'Europe? Est-ce qu'il y a maintenant une initiative nouvelle? Oui, tout à fait. Nous sommes en train de négocier un nouvel accord de libre-échange avec l'Europe. La commissaire européenne, Malmström, s'est prononcée pour une accélération de ces négociations. Le ministre de l'économie et des finances français, M. Sapin, l'a dit encore la semaine dernière. Nous sommes vraiment très reconnaissants du soutien de la France pour que nous ayons un nouvel outil qui nous permettra de diversifier nos échanges. Mais Monsieur Gómez-Robledo, est-ce que vous ne voyez pas quand même monter... Enfin, quel est votre point de vue sur la montée de ces mouvements populistes, pas qu'aux États-Unis, en Europe aussi? Je veux dire, en France, il y a une élection présidentielle, Marine Le Pen, aux Pays-Bas, Wilders, etc., qui est quand même beaucoup dû à la destruction des emplois peu qualifiés dans les économies dites riches. Je pense qui ont été exportés ailleurs. Enfin, ou des emplois, des industries consommatrices en main-d'œuvre. Je dirais plutôt que la mondialisation s'est soldée par une plus grande exclusion. C'est ça le côté fâcheux de la mondialisation.
c'est qu'elle n'a pas permis une distribution plus égale de la richesse. Et lorsque nous avons négocié aux Nations Unies, il y a 2 ans, les nouveaux objectifs de développement durable, on s'est aperçu que le mot-clé, le dénominateur commun de tous nos pays, c'était la nécessité d'une plus grande inclusion. Le manque d'inclusion n'est pas exclusif des pays en voie de développement. En Europe, en France, nous avons tous des problèmes. Oui, mais ce qu'on a vu, c'est que lorsque l'UE a négocié un accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, il y a eu beaucoup de mal à ce qu'il passe. Est-ce que vous n'avez pas peur que cet accord... Mais il est passé. Et il est passé par une bonne majorité au Parlement européen. Oui, après une un bonne majorité, blocage posé par au niveau d'un Parlement Est-ce que vous pensez national. qu'à un moment, ça va ne plus fonctionner et les accords de libre-échange s'arrêter? Celui-ci en particulier, je dirais. Non, je ne le pense pas, parce que ce que vous n'arrêterez pas, c'est l'intégration des sociétés mondiales. Vous n'arrêterez pas les voyages, vous n'arrêterez pas ni Internet, ni les réseaux sociaux. La société civile a un rôle majeur dans les destinées de nos pays. Et c'est une société civile qui veut échanger, qui veut voyager, qui veut s'instruire. Regardez simplement comment les programmes Erasmus ont été un succès. Tous les étudiants européens font maintenant un semestre ou une année en dehors de leur pays et en dehors d'Europe. D'ailleurs, le Mexique est devenu la première destination d'étudiants français en Amérique latine. Et ça, vous n'arriverez pas à l'arrêter. Juan Manuel Gómez Robledo, ambassadeur du Mexique à Paris, vous disiez que vous vouliez être moins dépendant donc, du marché nord-américain, des États-Unis. Vous tournez vers l'Europe et, ce qui est peut-être nouveau également, une relation sud-sud avec l'Afrique, alors que vous n'y étiez pas très présent. Oui. Vous découvrez le continent ? On découvre le continent en grande partie grâce à notre appartenance maintenant à l'ensemble de la francophonie. Donc vous êtes membre observateur. Nous sommes observateurs depuis 2 ans, depuis le sommet de Dakar, et nous voyons dans l'OIF un outil extraordinaire pour faire de la coopération triangulaire vers l'Afrique, dans des domaines dans lesquels nous sommes bons, comme l'observation électorale, par exemple. Notre Institut national des élections est très bon, très performant, et nous voulons faire tout cela avec l'OIF. Cela dit, nous aimerions avoir une part plus grande aux discussions dans les enceintes politiques. J'en ai parlé à plusieurs reprises avec la secrétaire générale, et les pays d'Amérique latine qui ont le même statut que le Mexique à l'OIF vont dans le même sens. Donc on aimerait, tout comme la France a un rôle très actif à l'OEA, dont elle est un pays observateur, ou comme le Mexique en tant que pays observateur du Conseil de l'Europe, où nous avons un rôle très actif et nous participons à des négociations sur un pied d'égalité avec les autres pays membres. Sophie Malibaud. Toujours pour revenir sur la riposte, entre guillemets, face à Donald Trump, certains s'étonnent qu'il n'y ait pas, par exemple, un appel au secours adressé aux Nations Unies. Le président Peña Nieto... Non, si, on le fait. On est en train, en ce moment, d'attirer précisément l'attention des Nations Unies. D'ailleurs, le haut-commissaire aux droits de l'homme s'est prononcé hier au sujet de la situation des droits de l'homme aux États-Unis. Il faut qu'on s'y intéresse. Je n'aurais jamais cru qu'on en serait arrivé là. Ils ne sont pas respectés, ce n'est pas la première fois. Ils ne sont pas respectés ? On a peur qu'ils ne le soient pas, ou qu'il y ait un regain de racisme et de xénophobie aux États-Unis. Et ça, il faut d'ailleurs, le ministre nous a demandé d'en parler au gouvernement, d'en parler aux associations de défense des droits de l'homme. Et nous sommes déjà passés par des moments très difficiles. En 2003, nous avons tenté un procès contre les États-Unis à la Cour internationale de justice pour le sort réservé aux Mexicains condamnés à la peine de mort dont les droits consulaires n'ont pas été respectés. Procès que nous avons gagné. Gagné en 2015. Monsieur Gómez Robledo, on a quand même l'impression que tout le monde est un peu tétanisé face aux provocations, ou du moins aux déclarations de M. Trump, et notamment qu'il n'y a pas énormément de solidarité latino-américaine. C'est-à-dire, je n'ai pas le sentiment que, face au Mexique,
qui a été quand même vilipendé, insulté pendant cette campagne. Violeurs, délinquants. Voilà, etc. Non. Il y a eu une sorte de solidarité exprimée en bloc. Non, par, rassurez-vous, la solidarité, on la voit tous les jours chez nos partenaires. Les expressions sont multiples. Pas plus tard que la semaine dernière, la ministre argentine des Affaires étrangères s'est exprimée en des termes très forts. Et d'ailleurs, nos relations avec l'Amérique latine se portent très bien. Nous sommes en train de penser également à renforcer nos relations économiques et commerciales avec l'Argentine et le Brésil. Avec l'Asie, nous pensons reprendre un peu les négociations de l'ancien TPP et l'accord transpacifique pour travailler dans le Mexique c'est-à-dire, parti. Dans le Mexique était parti. Le Mexique était parti. Est-ce que cet accord peut se faire sans les États-Unis? On peut le faire. Alors on songe à le faire avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et Singapour, parce qu'avec le Japon, nous avons déjà un accord, et l'Alliance du Pacifique, c'est-à-dire Mexique, Pérou, Chili, Colombie. Donc deux blocs travaillant ensemble pour le libre-échange dans la région du Pacifique. Mais au niveau de ces États latinos, il y avait d'une certaine façon deux camps. Il y avait ceux qui étaient type Chavez, très opposés, très violents contre les États-Unis, et ceux qui avaient des relations plus apaisées. Est-ce que ce continent de l'Amérique latine, dans son ensemble, ne va pas refaire son unité sur un ton beaucoup plus critique, beaucoup plus violent envers les États-Unis? Oui, cela pourrait arriver, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a eu des développements majeurs, par exemple, la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba, qui pour l'instant n'est pas remise en cause de manière fondamentale. Elle n'est pas remise en cause de manière fondamentale. Je n'ai pas entendu M. Trump dire qu'il allait rompre diplomatiquement avec Cuba. Donc, il y a des avancées. Nous sommes de loin le continent le plus pacifique de la planète. Nous sommes un continent qui règle ses différends par la voie de la solution pacifique des différends. Regardez par exemple le différend entre la Bolivie et le Chili. Il se traite à La Haye, à la Cour internationale de justice. C'est aussi un continent, monsieur l'ambassadeur, où il y a quand même d'énormes insécurités, d'énormes violences internes aux différents États, pas seulement au Mexique. Il y a toute cette affaire des cartels, etc. Est-ce que vous imaginez pouvoir régler ce problème d'insécurité majeure sans la coopération du voisin américain? Non, la coopération doit se faire avec tout le monde. Et en effet, c'est un volet très important de notre relation. Au cours des dernières années, nous avions énormément renforcé cette coopération. J'en veux pour preuve le fait que sur les 110 délinquants les plus recherchés par les États-Unis, 83 ont été extradés par le Mexique en 3 ans, dont Joaquín Guzmán Loera, la veille, El Chapo, la veille de la prise de fonction de M. Trump. Donc cette coopération est absolument indispensable pour les États-Unis également. Et c'est là où nous sommes liés. Il y a tellement de choses qui nous lient. L'interdépendance est de telle ampleur que nous finirons par nous mettre d'accord. Mais ce mois-ci, vous avez senti une modification? Est-ce que ces relations sont au point Pas à ce niveau-là non plus. Encore une fois, au niveau des réalités sur le terrain, la coopération se fait dans les meilleures conditions. Christophe Ayala. Comment le Mexique est un des pays qui a eu le plus affaire à la violence endémique des cartels. Comment lutter contre eux? Est-ce qu'il faut militariser, comme ça a été le cas en 2008, mais avec, pour le coup, des bilans absolument terrifiants, enfin, proches de l'Afghanistan ou de la guerre d'Irak? Ou est-ce qu'il faut apaiser, vivre avec? Nous avons toujours dit que la présence de l'armée dans les rues était temporaire et qu'il fallait pour cela se doter. Ça fait 10 ans qu'elle est à peu près dans les rues maintenant. Oui, elle est dans les rues à la demande du pouvoir civil, parce que les États n'étaient pas en mesure de faire face aux défis qu'ils avaient. Mais depuis, nous avons beaucoup développé et renforcé la police nationale. D'ailleurs, la France nous a aidés à mettre sur place une nouvelle gendarmerie qui s'ajoute à la police nationale. Et petit à petit, des zones qui étaient en proie au crime, comme Tijuana ou Ciudad Juárez, ont été pacifiées, mais ont été pacifiées également parce qu'il y a eu un très fort investissement du secteur privé, de la société civile, et il reste évidemment des zones compliquées.
quelques-unes, mais ça n'empêche pas de recevoir 35 millions de touristes par an. Nous sommes devenus maintenant la 9e destination au niveau mondial. Il y a tout de même un problème au niveau de l'état de droit et de la protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est l'émissaire spécial des Nations Unies qui le dénonce. Un militant écologiste assassiné, des journalistes menacés. Nous avons des défis, c'est incontestable, mais c'est pour ça que nous misons sur la coopération internationale. Et le président de la République l'a encore dit le 4 janvier, en nommant le nouveau ministre des Affaires étrangères, le Mexique reste ouvert à la tutelle internationale en matière des droits de l'homme et à la coopération qui nous permet également de venir en aide à nos ressortissants aux États-Unis. Mais pourquoi ce degré d'impunité ? Parce que le système de justice pénale qui existait jusqu'à l'année dernière était tout à fait inadapté aux besoins du pays. Nous avons complètement changé de système de justice pénale. Nous avions un système où le juge rendait son arrêt, son jugement dans la solitude de son bureau. Il ne voyait pas les parties. Il n'y avait pas un débat contradictoire, une présentation de preuves. Et la confession était la preuve majeure. Or, maintenant, la confession n'a aucune valeur dans le cadre d'un procès. On met en place un nouveau système qui, évidemment, n'est pas parfait et qui mettra encore pas mal de temps à être meilleur. Monsieur l'ambassadeur, le Mexique revisite aussi son passé ou son histoire, une colonisation meurtrière, violente au cours des siècles. Et aujourd'hui, plutôt que de parler d'assimilation de ces peuples premiers, il y a au contraire vous appuyez sur les langues, sur les cultures. Ça, c'est un changement culturel majeur. C'est un changement politique majeur, surtout. C'est la décision d'accepter, de dire que dans la richesse de la nation, nous avons nos populations autochtones, 10 millions d'entre elles, plus 1,5 million d'Afro-Mexicains, une population que nous découvrons maintenant, les Afro-Mexicains, les Mexicains d'origine africaine. Et nous avons non seulement changé la Constitution, mais nous avons mis en place un certain nombre de politiques publiques pour leur permettre de faire en sorte que leurs expressions culturelles soient respectées, survivent et continuent. Donc pour vous, le sous-commandant Marcos n'a plus de raison d'être. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même quand il a annoncé son départ. Son mouvement existe et c'est un mouvement qui a beaucoup secoué les consciences. Et ce dont je viens de parler est parti précisément de 1994. La Constitution a été amendée en 2000 et je crois qu'il a quand même beaucoup œuvré pour une prise de conscience collective. Oui, c'est incontestable. Monsieur le Ambassadeur, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. On ne peut pas ne pas poser la question aux diplomates que vous êtes. Vous êtes en poste à Paris, donc vous faites des notes à votre gouvernement sur l'élection présidentielle française. À 2 mois de cette élection, dans la confusion générale, qu'est-ce que vous dites à votre gouvernement, à votre ministre des Affaires étrangères ? Je dis à mon gouvernement que la campagne électorale en France se passe de façon conforme aux critères démocratiques, d'une part. C'est pas de la langue de bois, ça? Non, c'est pas de la langue de bois. Il faut toujours se féliciter que les campagnes se passent dans des conditions démocratiques. Mais celle-ci est un peu particulière, quand même. Vous ajoutez quelques petits mots? Avec des affaires judiciaires qui viennent mettre un peu plus d'ambiance, si je puis dire, dans ces campagnes, qui sont loin d'être ternes. Mais c'est pas mal, loin d'être terne, oui. Nous observons cela avec beaucoup d'intérêt parce que nous savons tout ce qui est en jeu. Je ne le répéterai pas, vous l'avez dit, ce n'est pas mon rôle que de dire quels sont les défis auxquels la France fait face, mais elle fait face à de très nombreux défis. Et j'espère, comme l'a dit à l'époque M. Giscard d'Estaing, son discours à Verdun-sur-le-Doubs, que la France fera le bon choix. Voilà. Et comme on a beaucoup parlé de Trump, cette information également, eh bien, Paris est toujours Paris, contrairement à ce que dit le président américain. Paris reste et sera toujours la capitale du monde. Nous sommes plusieurs à le dire sur ce plateau, mais soyez-en convaincus si vous voulez visiter Paris prochainement. Et d'ailleurs, les Mexicains n'ont pas déserté Paris. Il y a eu une progression de 25% du tourisme mexicain l'année dernière à Paris.
Monsieur Juan Manuel Gómez Robledo, ambassadeur du Mexique à Paris, merci pour votre présence et nous nous retrouvons sur TV5 Monde, RFI avec le quotidien Le Monde pour une prochaine émission, donc dimanche prochain. Excellente suite de programme.